Avant de commencer, on peut dire que cette vidéo, elle, s'est faite un peu désirer. Un peu comme l'impératrice elle-même. Elle porte, elle mijote, elle élabore dans le silence et un jour, hop, elle donne forme. Bon, dans mon cas, c'était un peu moins mystique. C'est surtout le planning qui m'a terrassée. Gérer ma maison, le travail, tenter de faire du montage dans ma cuisine, entre 2 lessives, bref, c'est pas l'inspiration divine qui manquait, c'était le temps. Mais voilà, ça y est, on y est. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une figure que j'adore et que je crois beaucoup de gens adorent. C'est l'impératrice, la souveraine créative du tarot. Pour rappel, le projet dans lequel je me suis lancée est de comparer toutes les cartes des deux systèmes les plus connus du tarot, le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith. Et quand je dis toutes les cartes, c'est toutes les cartes, majeures et mineures. Donc on n'a pas fini. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, je commence par le tarot de Marseille avec l'impératrice de ce tarot que je vais vous décrire en détail. Alors l'impératrice, c'est d'abord une figure de pouvoir relatif, puisque dans l'histoire du tarot, son statut n'a pas toujours été clair ni valorisé. On la trouve sous différents noms, impératrix, l'impératrux, l'impératrice et même la grande-mère dans certains jeux révolutionnaires. Mais derrière les titres, une réalité. Historiquement, elle n'existait que par son lien avec l'empereur. C'est un peu la +1 de la couronne impériale. Elle est là, elle est belle, elle est bien habillée, mais on l'a surtout mise là parce qu'elle est l'épouse, la mère, la pondeuse d'héritiers. Dans les tarots anciens, son rang a fluctué, parfois numéro 2, parfois numéro 3. Elle finit par se stabiliser en 3e position, comme si elle venait naturellement prolonger le duo Butler-Papesse. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce n'est pas une femme d'action, mais une femme de passage, un canal, un vecteur. Chez Isabelle Nadolny, dans son histoire du tarot, on sent bien le malaise moderne face à cette image très patriarcale. Elle incarne la noblesse féminine assignée à résidence, belle, fertile et utile si elle produit des enfants viables. D'ailleurs, Bianca Maria Visconti, qui a inspiré certaines représentations, était justement une femme cultivée, politique, mais mariée très jeune pour raisons stratégiques. Un classique. Et pourtant, malgré cette origine réduite à la fonction reproductive, la carte n'a cessé d'évoluer vers une représentation beaucoup plus complexe, beaucoup plus intellectuelle, créative et presque visionnaire. Comme quoi, même dans un vieux système patriarcal, la créativité finit toujours par trouver une brèche ou un sceptre. Prenons le temps maintenant de revisiter la carte en détail, élément par élément, parce qu'ici, chaque détail compte et rien n'est décoratif. Commençons par le sceptre, long, doré, surmonté d'un globe et d'une croix à 3 branches. Il jaillit littéralement du bassin de l'impératrice. Une idée qui revient chez Yoav Bendov, chez Alexandro Jodorowsky et Chris Hadar. C'est un sceptre fécond, ancré dans l'énergie vitale. Chez Chris Hadar, la croix à 3 branches indique que seule la force motrice a été créée. La branche manquante représente la faculté d'abstraction encore en germe. Jodorowsky y voit un phallus sacré, une puissance sexuelle intelligente avec une feuille verte accrochée en bas, qui est un signe de croissance et de régénération cyclique. Donc oui, c'est un sceptre, mais aussi un végétal, un bâton de pouvoir, un organe symbolique, une antenne céleste, une graine divine, tout ça en un seul accessoire. Sous son bras droit, donc à gauche de la carte lorsqu'on la regarde, elle encercle un bouclier qui est orné d'un aigle héraldique avec une aile incomplète. Chez Yoav Bendov, l'aigle est le symbole de légitimité et d'héritage. Mais ici, il va regarder vers le bas, il n'a pas la tête levée vers le haut, ce qui pour Yoav Bendov signifie que l'intellect se met au service du désir. Chez Emmanuel Iger, l'aigle représente l'intelligence mais incomplète, encore embryonnaire. C'est-à-dire que la créativité est là, mais elle a besoin d'un axe pour s'orienter.
Et Jodorowsky ajoute que l'aigle de l'impératrice est mâle, tandis que celui de l'empereur est femelle. Une inversion des genres, comme pour signifier une intégration symbolique des polarités. Quant à la couronne de l'impératrice, elle est opulente, richement décorée, et chez Jodorowsky, elle évoque une boîte à bijoux. Ça va être le mental orné, la pensée précieuse, pas un pouvoir brutal, mais une intelligence brillante et structurée. Cette couronne est ornée d'un bandeau rouge qui est bien visible et qui va indiquer une activité mentale intense. Les yeux de l'impératrice sur cette version du tarot de Marseille de Camoin-Jodorowsky que je vous propose à chaque fois, les yeux donc sont d'un vert clair très inhabituel, presque surnaturel. Ils symbolisent un regard céleste en lien avec la nature, la fraîcheur du vivant, l'intuition fertile. C'est un regard un peu fuyant cependant, qui regarde sur le côté droit de la carte, comme si elle craignait un petit peu l'avenir. Derrière ses épaules, on pourrait deviner deux ailes bleues. Bien sûr, c'est le trône qui forme ces ailes, mais il est évident que symboliquement, on peut voir représenter des ailes. Chez Chris Hadar, elles vont indiquer que l'impératrice vient du monde angélique, du plan spirituel. Et chez Jodorowsky, elles vont suggérer une réceptivité active à la puissance divine. Ça va être un intermédiaire entre les plans, cette impératrice, une interface entre ciel et terre. Sur le ventre de l'impératrice, sur sa robe, sur la partie rouge, on aperçoit un croissant de lune, qui est de la même couleur que la robe, qui va rappeler la lune de la papesse, mais ici, elle baigne dans le rouge de cette robe. C'est la réceptivité lunaire mêlée à la vitalité active. La féminité ici est en mouvement, elle est fertile, elle est charnelle, elle est créative. Et à ses pieds, on peut apercevoir discret mais bien présent un petit serpent blanc qui se faufile sous sa robe, qui pourrait très bien être l'ourlet de la robe d'ailleurs. Et chez Jodorowsky, ça va être l'énergie sexuelle maîtrisée, canalisée. Non pas pure pulsion, mais un désir qui est intégré, dompté et qui est prêt à s'élever. Au centre du buste de la poitrine de l'impératrice, vous avez une pyramide jaune qui pointe vers le haut, un triangle. Elle va représenter une porte énergétique, une ouverture vers la lumière intérieure. Chez Jodorowsky, c'est une invitation à entrer dans sa clarté, dans le pouvoir créateur qu'elle incarne. Et juste à droite du trône, donc à droite lorsqu'on regarde la carte, vous avez cette forme qui va rappeler une cuve, une vasque, un bénitier. Et Jodorowsky y voit une pile baptismale, qui est un signe de renouveau permanent, de naissance spirituelle, de transformation cyclique. Parce que l'impératrice est toujours prête à baptiser, ou à être baptisée, dans un mouvement infini d'éveil. Le sol est multicolore et géométrique, comme si on avait posé du carrelage, et va donc évoquer un espace structuré, presque palatial. Et pourtant, une plante verte pousse dans un angle, indompté. Donc même dans un univers très organisé, la nature pousse. Même si tu planifies tout au millimètre, ta créativité va s'inviter quand même, parfois par une fissure. Pour la robe est rouge au centre et bleue sur les bords, sur cette représentation. Donc chez Chris Hadar, le bleu va symboliser l'esprit, l'inspiration, et le rouge, la matière et l'énergie incarnée. Ici, on a l'énergie qui part de l'intérieur, rouge au cœur, et se refroidit vers l'extérieur en bleu. Et c'est l'inverse de la papesse, dont la robe est bleue au centre. La papesse retient, alors que l'impératrice rayonne. Et parfois, sur certaines représentations également, dont celle-ci, vous allez avoir une petite protubérance au niveau du cou qui va évoquer très nettement une pomme d'Adam. Ce détail, loin d'être une bizarrerie, symbolise une androgynie sacrée. L'impératrice n'a pas peur d'assumer des traits dits masculins. Elle pense, elle parle, elle dirige, elle est féminine et active, maternelle et intellectuelle, charnelle et inspirée. L'impératrice, c'est la carte de la pensée incarnée, pas la pensée abstraite, froide, calculée, non. Ici, l'intelligence est vivante, enracinée, chaude. C'est une pensée qui sent la terre, le corps, le sang qui circule, la pensée qui crée. Chez Chris Hadar, c'est même la première manifestation concrète de l'esprit divin. Elle serait née de l'union du battleur et de la papesse.
il a donné l'étincelle, elle a incubé et pouf, voilà l'impératrice, la conscience intellectuelle en plein jaillissement. C'est une carte de structuration, de conceptualisation. Elle n'agit pas encore dans la matière comme l'empereur, mais elle planifie, elle conçoit, elle donne forme intérieurement. Si l'empereur est celui qui monte l'étagère, l'impératrice, elle, a dessiné les plans, elle a choisi la couleur et elle sait déjà où mettre tous les bouquins. Elle est associée à tout ce qui touche à l'apprentissage, la formulation, l'organisation de la pensée. Elle régit les livres, les cours, les conférences, les logiciels d'écriture, les vieux carnets de notes qu'on n'ose pas relire, et toutes les nuits blanches à structurer mentalement un projet sans rien écrire. Mais attention, ce n'est pas une intellectuelle figée, elle est aussi vivante, vibrante, très sensuelle. Chez Yoav Bendov, comme chez Jodorowsky, elle est habitée par l'énergie de la terre-mère, par un désir profond d'exister, de se manifester, de faire naître. Le sceptre est une pousse, son ventre est rond, sa posture est féconde, elle est en train de donner naissance à quelque chose qu'on ne voit pas encore. C'est pourquoi elle oscille entre deux mondes, le monde de l'idée, spirituel, céleste, abstrait, et le monde du corps, nature, instinct, désir. Et ça, c'est Emmanuel Iger qui le formule très bien. L'impératrice crée à partir d'elle-même, pas pour répondre à une injonction extérieure. Elle n'obéit pas à une commande. Elle crée parce que ça déborde, parce que ça pousse de l'intérieur. Elle est un peu comme moi quand je me dis je vais juste faire une vidéo simple et qu'après 14 pages de script, 6 lectures de papus, je suis toujours là en train de me demander si je n'ai pas oublié une citation. Mais l'impératrice, c'est aussi un avertissement. Cette énergie doit circuler. Si elle se ferme, si elle refuse le monde, si elle s'enferme dans son mental, elle va devenir stérile. Ses idées vont tourner à vide, sa pensée va se scléroser et son pouvoir se gripper. Elle peut aussi, dans sa version négative, basculer dans la prétention, l'arrogance, le luxe pour le luxe, ou même dans une volonté de domination affective. La mère poule devient mère omniprésente, la créatrice devient diva, la femme rayonnante devient séductrice compulsive. Et c'est là qu'il faut garder l'équilibre. Elle est puissante parce qu'elle est canalisée, parce qu'elle n'a pas peur de son feu intérieur, mais qu'elle sait qu'il doit passer par la parole, par l'idée, par une forme. Elle est le moment où ça prend forme, mais où rien n'est encore figé. C'est le croquis, pas le plan d'architecte. C'est l'intuition structurée, mais pas encore exécutée. L'impératrice, au fond, nous invite à accueillir notre élan créateur, à l'aimer tel qu'il est et à le traduire avec justesse, avec intelligence et avec amour. Pas besoin de tout contrôler. Il suffit parfois de s'asseoir, d'écouter ce qui pousse en nous et de le laisser émerger. Quand l'impératrice sort dans un tirage, elle parle fort. Elle entre dans le jeu comme une voix claire qui dit « Exprime-toi, crée, conçois, rayonne, sors de toi quelque chose de vivant ». Dans une lecture, elle évoque un moment d'éveil intérieur, une prise de conscience fertile, un besoin de structurer une idée, d'articuler une pensée, de donner une forme à ce qui germe. C'est la carte des brainstorming féconds, des projets qui prennent vie, des élans qu'on décide enfin d'organiser. Elle peut représenter une femme charismatique, intellectuelle, séduisante, parfois dominante, une part de soi qui a besoin de créer, de penser librement, de s'exprimer sans retenue, une situation aussi propice à l'écriture, à la parole, à la transmission, ou plus concrètement, une réponse positive, une idée brillante, un projet qui s'ébauche ou un environnement stimulant. Par exemple, si elle sort à côté du battleur, on peut avoir une personne prête à passer à l'action, mais qui doit encore formuler clairement ce qu'elle veut. À côté de la papesse, ça peut indiquer une transition, de l'introspection vers l'expression, de la gestation à l'éclosion. Chez Paul Marteau, l'impératrice est la puissance féconde de la matière mise à disposition de l'homme pour ses créations. Elle annonce l'équilibre, l'espérance, l'amélioration de situations difficiles. C'est la création en marche, l'intelligence appliquée, la pensée constructive. Et chez Oswald Wirth, elle est carrément la quintessence du charme, de l'affabilité, de l'intelligence rayonnante. C'est la civilisation, l'élégance, la politesse, mais aussi en négatif, la coquetterie creuse, la vanité, le luxe ostentatoire.
Chez Chris Hadar, elle est reliée aux études, à la transmission, aux écrits, à l'intellect actif, à l'organisation mentale, à la fécondité d'idées, de projets ou de stratégies. Elle annonce souvent un moment favorable pour structurer une pensée ou un enseignement, un besoin de mettre en mots ce qu'on ressent ou ce qu'on sait, ou la conception d'un projet qui commence à exister en dehors de soi. Et quand elle est à l'envers ou en aspect négatif, elle peut signaler un blocage intellectuel, un excès de rationalisation, un manque de structure malgré une grande créativité, ou une tendance à l'arrogance mentale, le syndrome de « je sais tout mieux que les autres, mais je ne fais rien ». Et c'est aussi, parfois on l'a vu, une figure de mère trop présente, ou une féminité en excès de contrôle. Et entre nous, si tu tires l'impératrice dans un tirage où tu demandes « dois-je enfin commencer ce projet qui me trotte dans la tête depuis 6 mois ?», la réponse est claire. Tu accouches ou tu exploses. On vient de voir l'impératrice du tarot de Marseille dans toute sa richesse, entre idées et instincts, entre ciel et terre, entre sceptre et bouclier. Mais comme toujours dans cette série, vous connaissez maintenant, on va maintenant changer de continent symbolique, direction l'univers du Rider-Waite-Smith pour voir comment la figure de l'impératrice s'y transforme. Spoiler, on va quitter la posture un peu plus hiératique, le sceptre doré, l'aigle inachevé, et on atterrit dans un champ de blé avec des coussins brodés, une robe à fleurs et une couronne de 12 étoiles. Elle a un peu l'air de sortir d'un shooting photo pour un magazine ésotérique du 19e siècle. Et pourtant, derrière cette imagerie bucolique, presque kitsch parfois, la symbolique est d'une puissance redoutable parce que dans le Rider-Waite, l'impératrice, c'est la mère universelle, la nature dans son abondance, l'amour charnel et la créativité cosmique. Alors, on y va, on passe du trône de pierre à la forêt enchantée, de l'intellect incarné à la fécondité totale. Nous voici maintenant devant l'impératrice du Rider-Waite-Smith, cette figure assise au cœur d'un paysage fertile, comme enracinée dans l'abondance du monde naturel. Elle trône sur un coussin rouge, symbole de confort et de sensualité, orné de motifs dorés. À ses pieds, un bouclier en forme de cœur arbore le symbole de Vénus, signe d'amour, de beauté, mais aussi d'un pouvoir féminin fondé sur l'attraction et la fécondité plutôt que sur la domination. Elle porte une robe blanche imprimée de grenades, motif associé à la fertilité, à la sexualité sacrée et au mystère féminin. Sa chevelure blonde coule librement sur ses épaules, couronnée d'un diadème composé de 12 étoiles qui renvoie aux 12 signes du zodiaque, comme si l'univers lui-même tournait autour d'elle. Le décor est lui aussi chargé de sens. Une forêt dense s'élève derrière elle, un ruisseau serpente en arrière-plan, et à l'avant un champ de blé mûr qui s'étend à perte de vue. Rien ici n'est laissé au hasard. Cette carte est un hymne au monde incarné, sensoriel, vivant et féminin. Rachel Pollack voit dans cette carte une image archétypale de la mère Terre, qui ne se contente pas de nourrir. Elle crée, elle désire, elle incarne. L'impératrice est l'expression la plus pure de la féminité dans le monde matériel, écrit-elle. Non pas dans un rôle social ou biologique, mais dans sa capacité à générer du sens, de la forme et de la beauté. La robe blanche à grenades évoque clairement Perséphone, déesse du cycle vie, mort, vie. Pour Emmanuel Iger, cette robe représente le féminin en tant que puissance de transformation, la capacité à porter une graine intérieure, à la laisser mûrir sans précipitation. C'est une robe de gestation plus que de parade. Le bouclier, marqué du symbole de Vénus, traduit un pouvoir assumé, non violent mais irrésistible. Mary Greer insiste sur cette idée d'une force d'attraction non contrainte. L'impératrice n'impose pas, elle attire, elle séduit et elle enveloppe. Son pouvoir vient de l'intérieur. La couronne à 12 étoiles la relie au cycle cosmique, aux lois invisibles du vivant. Elle règne en accord avec les saisons et non contre elles. Pollack souligne qu'elle incarne les 12 phases de l'année comme autant d'états d'être. C'est une souveraine qui épouse les rythmes. Le champ de blé, nourri par l'eau du ruisseau, signale que nous sommes déjà au stade de la manifestation. Là où la papesse gardait encore le secret, ici, le fruit a pris forme.
La terre a été travaillée et le temps a fait son œuvre. Le ruisseau, discret mais présent, symbolise, selon Emmanuel Iger, la circulation subtile de l'énergie vitale, l'inspiration, la mémoire corporelle. Il n'est pas stagnant, il coule et il irrigue. Enfin, tout l'arrière-plan naturel, foisonnant, fertile, souligne que l'impératrice ne règne pas sur un trône de pierre, mais au cœur du vivant. Elle est en lien avec ce qui pousse, ce qui saigne, ce qui respire. Elle est la matrice visible du monde. Psychologiquement, l'impératrice représente l'anima fertile, la part féminine de l'âme dans sa version créatrice, accueillante et incarnée. Elle est la mère intérieure, mais une mère qui donne autant qu'elle crée, qui protège autant qu'elle séduit. Chez Mary Greer, elle incarne la capacité à enfanter quelque chose de soi-même, que ce soit un enfant, une œuvre, un jardin ou une vision du monde. Mais elle met aussi en garde. Mal vécue, cette carte peut indiquer un déséquilibre dans le don, trop donné au point de s'épuiser ou attendre que tout vienne de l'extérieur. Rachel Pollack développe une lecture plus existentielle. L'impératrice est celle qui nous apprend à dire oui à l'incarnation, à cesser de fuir le corps, le désir, la matière. Elle enseigne l'art de ressentir sans honte, de créer sans justification et de jouir sans culpabilité. Dans un tirage, cette impératrice peut signaler un moment de fécondité créative, de gestation profonde, un besoin de ralentir, de revenir au corps, au plaisir, au sensible, une relation à la mère qui émerge, qu'elle soit soutenante, absente, idéalisée ou à réinterroger. Emmanuel Iger rappelle que cette carte peut aussi pointer la nécessité d'accueillir une part de soi encore en friche, une intuition, une part blessée, une énergie endormie. L'impératrice, dans ce sens, est un appel à se mettre en condition d'accueillir, plutôt qu'à forcer. Et à l'envers, elle peut révéler une créativité empêchée par la peur de l'échec ou de l'exposition, une tendance à materner à outrance, à se fondre dans les besoins des autres, ou un rapport conflictuel au corps et à la féminité, honte, contrôle, rejet. Avec l'impératrice du Rider-Waite-Smith, nous sommes clairement dans le domaine de l'incarnation. Tout ici évoque le monde manifesté, la nature, le corps, le désir, la fécondité, le rythme des saisons et des cycles. C'est une figure ouverte, accueillante, visible. Elle offre sans réserve. Et en cela, elle se distingue fortement de l'impératrice du tarot de Marseille, qui reste plus hiératique, plus secrète, plus intériorisée. Et pourtant, ce sont deux expressions d'un même archétype. Là où l'impératrice du Marseille contient le verbe, celle du Rider-Waite l'incarne. L'une est matrice, l'autre est nature. L'une garde, l'autre donne. Et c'est dans ce va-et-vient entre les deux que réside toute la richesse de cette carte. Quand on met face à face l'impératrice du tarot de Marseille et celle du Rider-Waite-Smith, ce qui frappe d'abord, c'est qu'on n'est pas dans le même temps, ni dans la même température. L'une garde, l'autre déborde. Celle du tarot de Marseille est toute en tension contenue. Elle s'élève depuis une structure mentale d'une précision géométrique, saturée de symboles. Le sceptre, l'aigle, le serpent, la pyramide. Elle ne montre rien qu'elle ne maîtrise. Son pouvoir circule, mais à travers des axes. Elle articule, elle structure. C'est une pensée en train de se densifier, de chercher une forme, mais sans la relâcher encore. La robe est rouge au centre, ça chauffe à l'intérieur. Celle du Rider-Waite-Smith, elle, est dans un autre régime. Elle est là pour faire monde. Tout autour d'elle respire, pousse, se couche dans les herbes, chante à mi-voix. Elle n'a pas besoin de tenir quoi que ce soit. La terre travaille pour elle. Là où l'impératrice du Marseille s'inscrit dans un réseau de signes précis, de lignes tenues et d'équilibre interne, celle du Rider-Waite-Smith évolue dans une profusion végétale et sensorielle. La densité symbolique cède la place à une immersion organique. On n'est plus dans l'articulation d'un principe, on est dans une présence saturée, féconde et enveloppante. Le blé, les coussins, la robe à motifs, tout participe d'un même climat. Rien ne retient, tout respire. L'impératrice du tarot de Marseille donne l'impression d'un instant cristallisé, comme un point de passage entre deux plans. Elle parle la langue du symbole, de l'intelligence en éveil. Celle du Rider-Waite-Smith parle la langue du corps, de la matière, de la sève. Ces deux figures appartiennent à des langages différents, mais elles touchent la même chose. Ce qu'on appelle création chez l'une prend forme à l'intérieur.
chez l'autre, se manifeste pleinement. Elle trace deux versants d'un même mouvement, celui qui part du désir de forme et va jusqu'à l'incarnation. La première veille à ce que la pensée prenne forme sans se perdre. La seconde rappelle que toute idée qui ne s'ancre pas finit par se dessécher. On pourrait les imaginer comme deux phases d'un même cycle créatif. Le moment où on assemble intérieurement, où tout vibre encore à l'état de plan, puis le moment où ça sort, où ça pousse, où ça vit, même quand ça dépasse, même quand ça déborde. Et dans un tirage, leur présence peut changer radicalement l'ambiance. Si l'impératrice du Marseille tourne légèrement la tête, c'est pour mieux scruter quelque chose hors champ. Son regard n'est pas serein, il y a de l'inquiétude, peut-être un doute, une tension entre ce qu'elle sait et ce qu'elle sent venir. En face, celle du Rider-Waite-Smith s'offre sans détour. Le contact est frontal, confiant, presque envahissant. Deux façons très différentes d'habiter un moment de puissance. Avant de passer à la synthèse finale, je vous propose un détour du côté d'autres jeux, comme d'habitude, parce que l'impératrice, comme toute figure archétypale puissante, refuse de se laisser enfermer dans une seule image. Elle se réinvente, elle se travestit, elle change de masque selon les jeux et les époques. Certaines versions la tirent vers la déesse païenne, d'autres vers la femme séductrice ou la magicienne sauvage. Et moi, j'aime bien aller voir ce que ces visages multiples réveillent chez moi, parce que, en général, ça me raconte quelque chose que je n'avais pas encore vu dans le miroir du tarot. Alors, allons voir du côté des feuilles, des cornes, des chaudrons et des symboles oubliés. Première escale, la forêt enchantée. Nous voici devant la femme verte, l'arcane 3 du tarot de la forêt enchantée, et très honnêtement, difficile de faire plus Gaïa compatible que cette version de l'impératrice. Couronnée de feuilles de chêne, mi-déesse, mi-dryade, elle surgit du feuillage comme une manifestation incarnée de la terre vivante. Sa robe est feu, mousse, lierre, et sa poitrine semble sertie d'un plastron celte, mélange de pouvoir sacré et de décoration rituelle. Dans ses mains, deux êtres minuscules. Elle ne les exhibe pas comme des trophées, elle les porte. L'un, en spirale, semble fait de brindilles, l'autre rappelle un petit faune au regard vif. Elle les soutient comme une mère présente, attentive, comme si ces deux créatures étaient nées d'elle ou venaient s'y reposer. C'est touchant, presque intime, et pourtant profondément symbolique. Elle n'est pas seulement la déesse de la nature, elle est matrice, gardienne, éducatrice. Et devant elle, ce chaudron, immense, cuivré, ventru, il déborde presque de sens. Le lait de l'amour, selon le livret, mais si on m'avait dit que le lait de l'amour ressemblait à une crème d'avoine en pleine ébullition, je me serais peut-être mieux préparé. Visuellement, c'est une carte qui ne s'excuse pas de son ancrage dans la matière. Tout ici est généreux, gonflé, fécond. On est dans une iconographie presque excessive, mais maîtrisée. Elle fait monde, elle contient, elle exhale. C'est une carte qui a une odeur. Elle sent la sève fraîche, le feu de bois, la pluie chaude sur les fougères, et un peu la bête aussi, mais pas dans le sens sale, dans le sens vital, archaïque, sauvage. Le livret le dit d'ailleurs très clairement, elle est la manifestation terrestre de l'énergie solaire féminine. Et là, moi, j'applaudis, parce que dans les tarots classiques, l'énergie féminine est souvent lunaire, tournée vers l'intuition, l'ombre, le silence. Ici, non. On est au solstice d'été, le 21 juin, point culminant du feu. Et ce qui est fort dans cette carte, c'est qu'on sent l'énergie solaire non pas comme une force extérieure ou spectaculaire, mais comme quelque chose qui vient de l'intérieur, qui émane d'elle naturellement. Elle est là, en pleine lumière, dans le feu de l'été, pleinement présente. C'est une souveraineté tranquille, enracinée, qui n'a pas besoin de justification. Elle irradie, simplement. Et ce chaudron, je le redis parce que c'est un détail fascinant, est orné d'une Sheela na gig. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Oui, vous savez, cette figure médiévale, souvent reléguée à la marge ou à la corniche des églises, qu'on a tenté de censurer parce qu'elle montrait sans détour un sexe féminin béant,
provoquant, presque grotesque. Et ici, elle trône fièrement sur le chaudron de la création. Et je dois dire que ça me réjouit profondément, parce qu'on assume enfin que le féminin n'est pas que douceur ou intuition. C'est aussi ouverture, pouvoir brut et parfois quelque chose d'inconfortablement réel. Le texte du livret évoque la bénédiction sacrée de la fécondité terrestre, le lien profond avec les animaux, la médiation avec les cycles de la nature, mais aussi un rôle éducatif. Cette femme éduque, initie et transmet. Elle est la dame du lac, Blanche Fleur, la mère des animaux, Isis, la femme sauvage, rien que ça. On est à mi-chemin entre la légende arthurienne et une retraite chamanique dans le Périgord. Donc plus sérieusement, ce que j'aime ici, c'est l'idée que la femme verte ne règne pas seule sur son domaine. Elle est en lien avec les êtres vulnérables qu'elle protège, avec les cycles de l'année qu'elle incarne, avec les énergies qui traversent tout être vivant. Elle n'est pas la propriétaire du monde naturel, elle est son expression. Ce n'est pas une carte pour faire joli dans un tirage. Elle vient dire « Que fais-tu de ton pouvoir de création ?» Et pas seulement au sens artistique ou procréatif. Qu'as-tu planté récemment ? Que nourris-tu ? Qu'entretiens-tu au quotidien avec patience et chaleur ? Et aussi, question plus rude, à quoi résistes-tu, qui pourtant cherche à éclore ? Quand cette carte sort, pour moi, c'est souvent un rappel brutal que je vis trop dans ma tête, que je rêve, que je projette, que j'analyse, mais que je ne touche plus, que j'oublie mes mains, que je mange sans savourer, que je n'écoute pas les oiseaux, et que je ne fais rien, vraiment rien, pour ce jardin que j'avais dit vouloir planter en mars. Et quand elle sort à l'envers, ce que le jeu ne propose pas directement, mais qu'on peut imaginer, j'y vois le féminin saturé ou dissocié, la fatigue de porter pour tout le monde, ou l'oubli de ses propres racines, le chaudron vidé à force de trop donner, ou refermé par peur de son propre feu. C'est une carte exigeante sous ses apparences bucoliques. Elle demande de ralentir, de respirer, de redevenir sensible, dans le sens capable de sentir. C'est l'impératrice qui ne s'excuse pas d'être ancrée dans la chair, dans la boue, dans les cycles de mort et de régénération. Et personnellement, ça me touche bien plus que les versions corsetées ou éthérées qu'on peut croiser ailleurs. Si la femme verte du jeu précédent nous plantait les pieds dans la terre chaude et fertile de la forêt de juin, l'impératrice de Stéphanie Puyn-Munlo, elle, nous élève vers la lumière, sans jamais perdre ce lien végétal qui la relie au monde. C'est une carte qui respire la grâce suspendue. Et rien qu'en la regardant, on comprend que cette femme n'est pas là pour labourer la terre, mais pour bénir tout ce qui fleurit. Elle se tient debout sur une grande branche arquée, tendue comme une passerelle entre deux massifs de roses. Le bois semble vieux, solide, mais vivant. Ce n'est pas une scène d'équilibre précaire. Elle est ancrée, offerte, comme si la nature elle-même lui prêtait un socle mouvant pour élever ses gestes vers le ciel. À son bras, un panier déborde de fruits, de graines, de fleurs écloses, et ce geste simple, tendre, de l'enlacer, comme on porterait un nouveau-né. Pas de grand trône ici, pas de sceptre ou de blason, son pouvoir est dans la douceur du geste, dans cette main tendue vers le ciel, comme une offrande. Mais le plus frappant, c'est cette envolée de papillons, une spirale de couleurs, de mouvements, de métamorphoses. Ils forment une couronne autour du soleil, presque un mandala vivant. Et il y a quelque chose d'émouvant là-dedans. L'impératrice semble orchestrer la scène d'un simple geste, comme si sa présence donnait le ton à tout ce qui l'entoure. Rien n'est figé, rien n'est revendiqué. Elle inspire mouvement et cohésion, sans jamais chercher à occuper l'espace. Le monde s'orchestre autour d'elle. Oui, mais parce qu'elle inspire, pas parce qu'elle impose. Le livret parle d'âme vagabonde, qu'il appelle dame mère, qui lui offre des présents voltigeants. On dirait un rêve de Botticelli passé au prisme d'un conte elfique. Et pourtant, tout ça fonctionne. On est bien dans une forme d'idéalisation du féminin, mais sans mièvrerie. C'est une figure de reliance, d'écoute et de beauté, sans orgueil. Ce que j'aime particulièrement dans cette version, c'est que l'abondance y est légère. Tout en elle évoque une forme de fluidité joyeuse. L'abondance ne s'accumule pas, elle passe de main en main, de fleurs en papillons, de lumière en couleurs. Il y a du souffle, de l'élan,
quelque chose qui ne cherche pas à rester, mais à nourrir ce qui vient après. L'amour ici n'est pas un attachement étouffant, c'est une circulation d'énergie, un va-et-vient entre le visible et l'invisible, entre le terrestre et l'éthérique. L'impératrice est un passage. Et d'ailleurs, cette carte, je l'ai souvent tirée dans des moments où j'étais en train de réapprendre à faire confiance au processus, à accepter que certaines choses prennent forme sans que je contrôle tout. Quand j'avais envie de forcer la floraison d'un projet, cette carte venait me souffler « Tu peux te détendre, c'est déjà en train de germer, laisse faire les papillons ». Le deuxième texte du livret parle d'expériences sensorielles, de créativité et de générosité. C'est une impératrice qui s'offre sans compter, mais jamais jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas la mère sacrificielle, c'est la mère nourricière, dans le sens plein, qui inclut aussi le soin de soi. Elle incarne l'amour de la nature, l'intimité avec la vie, cette capacité à voir la beauté dans les choses minuscules et à les célébrer sans fanfare. Et puis il y a ce détail que j'aime beaucoup, le panier qui est tenu comme un enfant. Ça peut paraître anodin, mais ça dit tout. Ce qu'elle crée, elle l'aime. Ce qu'elle reçoit, elle le protège. Et ce qui la traverse, elle le laisse s'envoler, sans retenir. C'est un équilibre subtil entre attachement et liberté. Et ce n'est pas si facile à incarner au quotidien, n'est-ce pas? Je trouve que cette carte touche à une autre dimension de l'impératrice, celle de la médiatrice entre le monde visible et l'invisible. Elle ne crée pas seulement des choses concrètes, elle rend visible des harmonies subtiles. Elle canalise, elle transmute, et au lieu de garder pour elle, elle libère, elle partage. Il y a une forme de gratitude tranquille dans cette carte, une reconnaissance pour ce qui vient. Pas besoin de s'extasier, ni de se débattre, juste dire merci, recevoir, transmettre. Et je crois qu'en cela, cette impératrice-là est un excellent contrepoids aux lectures parfois trop cérébrales de la créativité. Elle rappelle que créer, c'est aussi savoir s'émerveiller, se laisser traverser, accueillir ce qui est. Passons à une impératrice tout aussi souveraine, mais dont le sceptre est un utérus, le trône une grotte, et l'aura celle d'une sorcière des bois aux cheveux déliés. Oui, dans le Darkwood Tarot, on change d'ambiance. Ici, les chauves-souris pendent à l'envers, ce qui est à peu près normal. Les arbres tordent leurs bras vers vous, et l'impératrice vous regarde comme si elle savait déjà ce que vous alliez créer, avant même que vous y pensiez. Dans le Darkwood Tarot, l'impératrice est incarnée par une figure à la beauté presque inquiétante, figée dans une forêt gothique, comme une incarnation de la nature elle-même. Mais pas celle des bouquets de pivoine et des chants d'oiseaux au printemps, non. Celle du sang menstruel, des accouchements à la pleine lune, des pulsions de création brute. Elle est enceinte, bien sûr, mais de quoi? D'un enfant, d'un sortilège, d'un livre? À ses pieds repose un livre ouvert. Ce n'est pas un grimoire poussiéreux, ni un recueil de recettes oubliées, c'est le livre de la papesse, celui qu'elle a refermé, puis laissé là, sur la terre noire. Car l'heure n'est plus à la lecture silencieuse. L'impératrice n'a plus besoin de lire le secret. Elle l'a incarné, elle est passée à l'acte. Sa robe rouge sang épouse son ventre arrondi et semble se fondre avec la terre. C'est une impératrice tellurique, enracinée, mais non figée. Et ce qui pend autour d'elle, des chauves-souris, bien vivantes, suggère un monde encore en gestation, suspendu dans un entre-deux entre ombre et lumière. Dans le livret, Sacha Graham ne se contente pas de répéter les clichés de l'impératrice nourricière. Elle en fait une sorcière, une main qui façonne, un tronc d'arbre d'où poussent des branches d'oie, un point de convergence entre la magie et l'énergie. Tout passe par la main, ce prolongement du cœur qui nourrit, crée et parfois détruit. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ici, la maternité est un archétype alchimique, pas une injonction sociale. Elle n'est pas la mère parfaite, elle est la mère sorcière. Et que dire du symbolisme? Le passage du liquide amniotique évoqué dans le livret fait écho au message de la papesse, encore elle, comme un rappel que le sacré féminin n'est jamais bien loin de ses entrailles. L'impératrice est un pont, une traductrice. Elle prend la sagesse silencieuse de la grande prêtresse et la fait chair, la fait monde. Et ce cœur, gravé du symbole de Vénus, il ne fait pas dans la demi-mesure. Sensualité, ambition et, je cite, passion illimitée. Voilà. Si vous aviez besoin d'une validation pour ce projet un peu fou qui vous obsède en ce moment, la voilà. Le message divinatoire du livret est à la hauteur du visuel. C'est une carte de feu intérieur, de fertilité au sens large, y compris celle de l'esprit,
et d'invitation à matérialiser votre vision. Littéralement, faites du monde un plus bel endroit en vivant la vie de vos rêves. Une phrase qui pourrait être sur un tote bag éthique, certes, mais qui ici, dans la forêt hantée du Darkwood Tarot, prend des allures d'oracle. Celle qui sait que rêver ne suffit pas, encore faut-il incarner. Création, talent artistique, renaissance, c'est une carte qui valorise la douceur du toucher, la confiance, la plénitude, mais aussi l'adaptation au cycle, aux saisons, aux changements. Elle parle d'abondance, oui, mais aussi d'expression de soi. Et c'est peut-être ça le plus important. Et comme toute souveraine, elle a son revers. L'impératrice du Darkwood Tarot peut aussi devenir celle qui détruit les rêves des autres, par peur de voir briller ce qu'elle ne s'autorise pas à être. Celle qui contrôle trop, qui materne jusqu'à étouffer, ou celle qui a envie au lieu de créer. Le poison de la comparaison. Lorsque j'ai publié la vidéo de la papesse et de la grande prêtresse, une abonnée m'a écrit pour me demander si je pouvais parler d'autres cartes du tarot Visconti. Et comme je ne suis pas du genre à ignorer les bonnes idées quand elles arrivent, et ben voilà, on va parler de l'impératrice dans du tarot Visconti. Alors, soyons honnêtes, le livret ne m'a pas du tout aidé. Alors, spoiler, le livret est minuscule, il y a 3 mots-clés au fond d'un coin de page, un effort poli pour accompagner l'image, et basta. Pas d'explication, pas de structure, même pas une tentative d'interprétation symbolique. On est censé se débrouiller avec l'iconographie. Et justement, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'ici, ce n'est pas l'impératrice des intuitions floues ni des naissances cosmiques. Celle du Visconti a l'autorité tranquille de celles qui n'ont rien à prouver. Elle est l'image figée d'un pouvoir ancien, endossé, transmis, assumé. Et si on gratte un peu sous les dorures, il y a peut-être plus à entendre que ce que le silence de la carte voudrait faire croire. Alors oui, on change complètement de registre, et c'est tant mieux, parce que toutes les impératrices n'ont pas besoin d'être proches de la nature, ni même d'être chaleureuses. Certaines gouvernent par présence, et celle-ci, elle est littéralement la présence incarnée. Allez, on y va ? Cette carte ne cherche ni à émouvoir, ni à captiver par le récit. Elle ne s'embarrasse pas de stratégies de séduction visuelle ou symbolique. Elle se dresse entière, comme une présence qui n'a rien à prouver. Elle est là, elle règne parce qu'elle incarne, non pas parce qu'elle revendique. C'est l'archétype de la souveraineté incarnée, avant qu'on invente les coachings en leadership féminin. Regardez cette main posée sur l'aigle noir à 2 têtes. Alors l'aigle noir à 2 têtes, typique des armoiries impériales, évoque une vigilance absolue, puisqu'il a un regard tourné vers le passé et un autre vers l'avenir. Il signale un pouvoir qui ne dort jamais, une autorité qui veille sur tous les axes du royaume, y compris ceux qu'on ne voit pas. L'aigle noir, blasonné, n'est pas qu'un ornement ou un symbole de force brute. Il inscrit l'impératrice dans une continuité politique, dynastique, presque impériale. Son autorité ne repose pas sur la fécondité ou l'inspiration créative, mais sur l'armature d'un monde structuré autour d'elle. Ce n'est pas la matrice qui crée ici, mais la souveraine qui édicte. Elle tient l'empire. Et accessoirement, elle a une main gantée d'un vert presque surnaturel. Peut-être une métaphore cachée pour la nature domestiquée, ou juste un fashion faux pas du Moyen-Âge. Mystère. Et ce trône, il est totalement fondu dans le fond du décor. Pas de coussin moelleux, pas de champ en fleurs ici. L'impératrice du Visconti ne prend pas appui sur la terre nourricière. Elle s'adosse à l'ordre, à la structure, au prestige du nom. Elle est la continuation visible d'un monde invisible, celui du pouvoir par la lignée, par le symbole, par l'autorité. On pourrait s'arrêter là, dire que cette carte représente la royauté incarnée, la tradition, la stabilité, mais ce serait rater le détail qui fait tout, le regard, légèrement penché, presque doux, comme si derrière la cuirasse d'or, il restait une lueur d'humanité, une trace de cette intuition qui relie toutes les impératrices, même celles qui n'ont jamais mis les pieds dans une forêt ou porté un bébé. Bref, cette impératrice, c'est peut-être votre grand-mère qui vous observe avec indulgence, mais qui vous rappellera aussi, sans hausser la voix, que les grandes idées ne valent rien si vous oubliez de signer les papiers. Après les brocards solennels de l'impératrice du tarot Visconti, je vous propose une respiration, un moment suspendu, les pieds nus dans l'herbe, le visage tourné vers un soleil de fin d'après-midi. Cette fois, on entre dans l'univers du pastoral tarot, un jeu à part conçu comme une ode au plaisir simple, à la lenteur et à la beauté discrète des jours ordinaires.
Et même si ce n'est pas forcément le style que je pratique le plus, je dois bien reconnaître que cette impératrice-là a un charme qui agit doucement, comme une infusion qu'on aurait laissé reposer plus longtemps que prévu et qui révèle autre chose. Dans cette version de l'impératrice signée Lisa Hunt et Lynn Arrojo, nous ne sommes ni dans un palais, ni dans une clairière mythique, mais dans un jardin, un vrai, digne d'un roman victorien ou d'une carte postale d'avant les pesticides. Le décor est luxuriant, mais jamais écrasant. Il déborde de vie sans jamais tomber dans la surcharge. À gauche, un arbre en fleurs, peut-être un pommier, dialogue avec les épis de blé dorés qui frémissent à l'arrière-plan. Autour d'elle, les roses trémières dressent leur cortège végétal et même la fontaine semble écouter. Tout participe d'un équilibre. Rien ne cherche à briller plus que le reste. Et pourtant, tout capte l'attention. L'impératrice est assise sur un banc, entourée de coussins brodés. Mais ce confort-là n'est pas ostentatoire. Il est pensé, il est habité, il est offert. Elle tient dans le creux de son bras gauche un bouquet, un vrai, pas une composition florale instagrammable. Ce qu'elle serre contre elle, c'est ce qu'elle a cultivé. Ce qu'elle tend du bout du doigt, c'est une invitation vers un papillon qui volait à sa hauteur. Elle ne s'adresse pas à nous. Elle est avec ce qui vit. Le livret parle des roses trémières, utilisées autrefois pour favoriser la fécondité, d'un hérisson roulé contre ses pieds qui incarne à la fois la sensibilité et la protection instinctive, et tout cela fonctionne. Pas parce qu'il faut le croire, mais parce que ça s'ancre dans du sensible. On n'est pas dans le mythe, on est dans la sensation, le corps, la terre, les saisons, le plaisir d'un moment exact. Cette impératrice-là n'enseigne rien, elle ne transmet pas de leçons, elle est dans une présence continue, végétale, fertile, et sa puissance vient peut-être justement de là. Elle n'a pas besoin de produire pour être légitime. Elle n'est ni maternante, ni distante, ni investie d'une fonction à remplir. Elle habite son espace, elle en prend soin, elle y respire. Ce que le livret souligne et qui mérite d'être noté, c'est que cette carte n'est pas simplement une invitation à la douceur. Elle parle aussi de plaisir physique, de récompenses tangibles, de beauté qui se cultive par le geste. Elle vous rappelle que votre corps n'est pas un outil au service d'une mission spirituelle floue, il est un terrain d'expérience. Et ça, c'est politique. Dans un tirage, l'impératrice du Pastoral Tarot peut donc évoquer un moment de recentrage, pas un repli, plutôt un approfondissement. On s'occupe de ce qu'on aime, on protège ce qui pousse, on revient à la matière. Et si vous avez des idées créatives en friche, c'est le moment de leur faire de la place, de dégager un coin de jardin pour voir si ça prend. Et parfois, on n'a même pas besoin de lancer un projet. Parfois, rester assise, regarder un papillon, écouter le chant des insectes, c'est déjà manifester quelque chose. Et peut-être que dans ce monde-là, l'impératrice ne règne pas. Elle pousse, elle respire, elle s'étend. Et puis après avoir traversé les jardins en fleurs, les champs de blé, les parchemins en or et les chauves-souris médianes, il était temps de faire un détour par la lune. Pas la carte, la vraie, celle de Patrick Valenza. Celle où les ombres prennent le thé avec vos complexes et où l'impératrice, disons qu'elle ne s'occupe pas exactement de plantation. Je vous préviens, ici on entre dans une version de l'impératrice qui ne cherche ni à plaire ni à apaiser. Elle trône quelque part entre la maternité, la monstruosité et la magie de ce qui échappe à toute tentative de contrôle. Et comme le livret ici aussi est aussi bavard qu'un mur d'usine désaffecté, on va faire ce qu'on sait faire, regarder, sentir et traduire. Voici donc l'impératrice du Deviant Moon Tarot, une figure qui ne se présente pas, qui va plutôt surgir, drapée d'un manteau violet doublé d'écailles, affublée d'une coiffe surréaliste et assise sur un trône de pierre qui évoque autant l'échiquier que la salle d'attente d'un cauchemar symboliste. Son regard est fixe, circulaire, habité d'une lumière jaune qui semble ne jamais cligner. Elle regarde sur le côté comme si elle avait surpris quelque chose ou quelqu'un et que la suite allait dépendre de son bon vouloir. Ce que l'impératrice manifeste ici, ce n'est ni un geste de don, ni une posture d'accueil. C'est une concentration, quelque chose de contenu, dense, prêt à basculer. Une présence qui tient et qui ne se disperse pas. Quelque chose, quelqu'un, peut-être vous, peut-être elle-même. Une fleur orange brûlée lui pousse du doigt comme une excroissance organique. On ne sait pas si elle l'a cueillie, créée ou fait éclore de son propre corps. Elle ne la regarde pas. La fleur s'élève entre ses doigts comme une excroissance vivante,
sans rupture avec le reste. Elle surgit du geste lui-même comme un souffle figé dans la matière, une preuve vivante que quelque chose pousse même dans les mondes difformes. Et puis il y a le serpent, vert, visqueux, enroulé autour de sa jambe jusqu'à sa main, dans un geste presque tendre. Est-ce une étreinte, une alliance, un rappel de son propre pouvoir de transformation? Rien n'est clair. Et c'est précisément là que réside la puissance de cette carte. L'impératrice ici ne raconte pas ce qu'elle fait. Elle est un processus, une alchimie, une tension entre le fertile et le monstrueux, entre le corps qui enfante et celui qui mutile. La posture elle-même est déconcertante. Jambes croisées, pieds griffus, genoux relevés, bras noués. On ne sait pas si elle s'apprête à se lever, à accoucher, à attaquer ou à éclore. Elle est statique comme une sculpture, mais chaque centimètre de son corps suggère le mouvement potentiel, l'imminence, le basculement. Ses pieds, griffus et jaunes, s'ancrent sur les dalles du sol. Chaque partie du corps semble en tension avec ce qui l'entoure, comme si la matière elle-même répondait à son existence. Son ancrage prend racine dans un sol quadrillé, minéral, presque clinique. Et c'est ailleurs que le mouvement se fait sentir, dans le silence du décor, dans la torsion du corps, dans les symboles qui échappent à la logique. On ne pousse rien à la lumière du jour dans ce jeu-là. À l'arrière-plan, des fleurs sombres aux tiges tourmentées ponctuent le paysage. Les plantes qui l'entourent n'ont rien de décoratif. Elles semblent surgir d'un sol fermé dans un effort continu. Elles tracent, poussent, résistent. Il y a là une obstination végétale, presque sauvage. Des manifestations obstinées de vie dans un monde qui ne la demande pas. Sa coiffe bleue, hérissée comme une antenne lunaire, semble prolonger l'activité silencieuse du crâne. Il y a une écoute qui se fait, sans direction claire, comme si l'air autour d'elle vibrait autrement. Quelque chose passe par elle, comme un courant discret, non formulé. Elle règne comme une éruption règne sur un volcan, parce qu'elle est là, et que tout ce qui sort d'elle est à prendre tel quel. Dans un tirage, cette carte n'est pas là pour vous dire de prendre soin de vous ou de vos projets créatifs. Elle pourrait tout aussi bien venir vous demander « Es-tu prêt à affronter ce que tu as déjà mis en marche ?» Pas ce que tu espères, mais ce que tu nourris sans le savoir. Parce qu'ici, la fécondité ne se résume pas à enfanter des chefs-d'œuvre. Elle inclut aussi les peurs, les colères enfouies, les vérités qu'on n'a pas formulées. Tout ce que vous avez fabriqué dans l'ombre et qui demande maintenant à sortir. Voilà, on aura traversé pas mal de territoires avec cette impératrice, du trône de pierre au jardin saturé, du sceptre phallique au serpent lunaire, des roses trémières au damier héraldique, et au fond, ce que ces versions racontent toutes, chacune à leur manière, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui pousse en nous, autour de nous, que ce soit une idée, un projet, une révolte, un désir, une forme de beauté. Et l'impératrice ne nous demande pas de produire, elle nous demande d'écouter ce qui insiste et de lui faire une place tangible, quelque chose qu'on puisse toucher, porter, nourrir, même si ça n'a pas de nom tout de suite. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si une de ces cartes t'a fait tilt ou agacé ou donné envie de relire ton propre tarot, tu peux me le dire en commentaire, je lis tout et je réponds à tout. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, liker la vidéo ou si tu préfères le format écrit, t'inscrire à ma newsletter sur Substack. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et surtout, laisse pousser ce qui veut pousser, même si c'est bancal, même si ça ne rentre dans aucune case et même si tu ne sais pas encore ce que c'est.